Keep your feet on the ground. Walk with the dreamers. Walk with your head in the clouds. Walk with the angels. Keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors il semblerait qu'on n'entende pas Emmanuel si c'est lui qu'on voit en haut à gauche. Emmanuel? On t'entend pas. Non, on t'entend pas. Non. Non. Va falloir que tu le fasses en version sourd-muette. Non. J'ai eu le même cas ce matin, moi, sur une autre plateforme, et j'ai eu beau faire ce que je voulais, ça ne voulait pas. Faut peut-être sur. Et c'est quand même bien, les visios, ça permet de se fumer sa petite clope tranquille, sans rien devoir à personne. Ah, on vous entend pas non plus. Bonjour, donc je suis à la production. Effectivement, Emmanuel, on n'a pas ton son, donc peut-être revenir sur la page. Et j'ai aussi une personne qui n'a pas son micro d'ouvert. Ouais. Le monsieur que je connais pas, mais qui a allumé une cigarette il y a quelques secondes, on vous entend pas. Exactement. C'est Gilles. On n'a pas votre son non Gilles. plus, Gilles. On t'entend, Christian, toi, ou pas? Qui, moi? Ouais, c'est bon. Ça marche. C'est bon? J'avais cru voir bouger tes lèvres, mais sans... Enfin, par contre, moi, je sais pas si on me voit. J'ai l'impression d'être complètement dans le noir. Oui. Non, ouais. Il y a un problème, c'est ce que j'allais dire. Le contre-jour? Ouais. C'est pas très sympa, finalement, on te voit pas, on voit un arbre. Alors, attends. Je vais me remettre dans le bureau. Alors, je vais faire... Vous allez me mettre dans la véranda pour faire nature, et puis en l'occurrence, ça va pas s'y prêter. Ouais. On parle d'empreinte environnementale. Attends, je vais me mettre là. C'est mieux? Ouais, c'est déjà un peu mieux. Hein. Parfait. Emmanuel, on t'entend toujours pas. Faut peut-être qu'il se déconnecte, non reconnecte, non? Ça fait ça hein, pour certains aux essais. Ou alors qu'il change de navigateur, s'il utilise un navigateur... Oh, ça marchait bien ce matin, pourtant, il n'avait pas de soucis. J'espère que c'est pas de la faute de Courchevel Télécom. Et est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ouais. Gilles, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, Gilles. Oui, Gilles. on vous entend. Bon, j'ai réinitialisé ma session. C'est peut-être ce qu'il faudra qu'il fasse, Emmanuel.
Mais à mon avis, d'autres personnes nous entendent parce que j'ai reçu un SMS me disant que j'étais dans le noir. Donc la salle doit nous entendre quand nous parlons. Ouais, vous Alors, m'entendez là? il redémarre son ordinateur, donc on va espérer. Dans le métier, on appelle ça l'effet Windows. Il y a quelqu'un qui clique avec son stylo. Hop, c'est fini. Bonjour Emmanuel. On n'entend toujours pas malheureusement. Nous, on t'entend pas. Hein. Et je pense que... Ah. Toujours pas. Faudrait qu'il réinitialise sa session. Je sais pas s'il a essayé de faire ça. Il semblerait qu'il y ait une Je suis pas experte à convaincu côté qu'on de a- lui. Bah, pendant un moment, on l'a perdu. Donc, à mon avis, soit il a redémarré l'ordi, soit il a redémarré la session. Alors, il va redémarrer Peut-être. son ordinateur. D'accord. Comme quoi, le numérique est un service complexe. Hein. On a encore du travail, je pense. Pendant quelques années. Tant qu'il y aura Windows, on sera bon.
Ça m'a l'air mieux, Emmanuel, on a entendu du bruit. Ah, vous m'entendez? Ah. Monte ton son. Ouais, C'est c'est une voix mieux. lointaine. Monte ton son. Monte ton Peut-être son. que tu rapproches ton micro si tu peux. Monte ton son. C'est comme s'il était resté sur le micro du PC, là. Ouais. On t'entend, mais de loin, de très loin. Est-ce que tu peux tenter de rapprocher le micro blanc là qui est en dessous, juste pour voir si ça vient bien de lui? J'ai l'impression qu'il est resté sur le micro du PC. Allô? Ah, voilà. Bon, ok. Bon, désolé. Beaucoup mieux. Bonjour. Beaucoup mieux, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, désolé pour Bonjour. ce petit contretemps. Ça fait partie des lois du direct, on va dire. Et voilà, on rôde les outils, les nouveaux outils. Bien, ben, bienvenue pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, cet après-midi, à ces 7e universités de la SBA. Je suis très heureux d'accueillir autour de cette table Gilles Genin, donc président de Ingetel, Bonjour. Vincent Blavet de Aruba, Olivier Favre, Bonjour. président de Courchevel Télécom, Jonathan Bonjour. Katir, qui est directeur technique de Vixalia, et Bonjour. Christian Rollier, Urban Practice. Bonjour. Alors, comme nous l'avons vu ce matin dans les échanges, le déploiement d'une infrastructure numérique dans tous les bâtiments, et je répète, dans tous les bâtiments, semble une priorité absolue, tant dans les logements pour permettre à terme à de nombreux foyers d'accéder à des fonctions essentielles telles que le télétravail, l'e-learning ou l'e-santé, que pour apporter dans tous les bâtiments des nouvelles fonctionnalités telles que la gestion et l'optimisation des espaces, le pilotage énergétique, la sécurité, la mobilité, la santé et le bien-être, par exemple, ou encore la maintenance préventive des installations et des équipements. Bien entendu, le déploiement de cette infrastructure a un coût. Ça a été l'objet de la dernière discussion un peu mouvementée, on va dire, ou soutenue juste avant de déjeuner. Elle a un coût, mais en fait, son financement peut faire encore l'objet de nombreuses interrogations, certes, mais l'investisseur n'étant pas toujours le bénéficiaire. Par ailleurs, l'empreinte environnementale d'un tel investissement peut encore faire débat avec des interrogations telles que l'empreinte carbone, du numérique en général, ou plus précisément de la 5G, ou de solutions WAN, donc versus LAN. Face à ces constats et face à ces interrogations, vous qui êtes des experts en la matière, quelles réponses pouvez-vous apporter? Existe-t-il aujourd'hui des modèles économiques innovants, rendant l'investissement presque imperceptible pour l'usager final et permettant un déploiement massif? Cette question est fondamentale et j'espère qu'on va, à l'issue de ce tour de table, pouvoir effectivement trouver des réponses positives qui permettront d'aller beaucoup plus loin dans la numérisation des bâtiments. Alors, écoutez, je ne sais pas à qui donner la parole. Je vais dire à Gilles Genin, puisque c'est le plus âgé, ou le doyen. Et puis aussi, c'est un des anciens de la SBA. Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour Emmanuel.
Donc, comme tu le sais, ça fait bientôt 17 ans que le numérique responsable est pour nous un élément majeur. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, on ne voit pas demain un numérique que l'on déploierait sans tenir compte des problématiques environnementales et écologiques qui se posent à nous tous. Et pour ça, donc, il faut d'abord commencer, je pense, par recentrer les choses. Puisque aujourd'hui, quels sont les problèmes écologiques qui se posent à la planète? Ce sont des problèmes donc, de réchauffement climatique, donc, qui sont liés aux émissions de CO2, et des problèmes donc, d'épuisement des ressources non renouvelables, dont sont gourmands, comme tu le sais, nos produits numériques, électroniques, ainsi que nos infrastructures. Et donc, il faut savoir, du coup, que finalement, les problématiques écologiques liées au numérique sont peu liées à sa consommation énergétique. Puisque, en fait, en France, je dirais, 1 kWh consommé, c'est de l'ordre de 74 grammes d'émissions de carbone équivalentes. Donc, on voit qu'en faisant des économies d'énergie, on a peu d'impact sur les aspects émissions. Ensuite, le deuxième point que l'on doit soulever aussi, c'est qu'on parle beaucoup des usages du numérique qui présentent des impacts écologiques importants. Or, en fait, quand on parle des usages, il faut être conscient que pour ce qui concerne le numérique, on s'attaque à la partie immergée de l'iceberg. Puisque, en fait, grosso modo, concernant les émissions CO2 du numérique, on constate qu'on a de l'ordre d'environ 80% de ces émissions qui sont liées uniquement qu'à la fabrication donc, des produits passifs, comme le câble, le connecteur, et de l'ordre de 90% pour ce qui concerne les produits électroniques. Donc, ce qui veut dire que si l'on veut véritablement apporter un remède aux problèmes écologiques à travers le numérique, il faudra de toute façon demain que l'on fasse plus avec moins. Ok. Et donc, cela concerne tout particulièrement, bien sûr, les infrastructures. En fait, tout ce que les utilisateurs que nous sommes des services numériques ne voyons pas. Puisqu'en fait, la seule chose que nous envoyons, c'est notre smartphone, c'est notre PC, c'est l'application qui tourne dessus. Mais on n'a pas conscience, je dirais, de tout ce qu'il est nécessaire pour que l'on puisse disposer de ce service. Et bien entendu, je parle à travers cela des infrastructures, des réseaux, donc des infrastructures, c'est des câbles, c'est des cellules radio, c'est les infrastructures réseau de produits électroniques, c'est les data centers, c'est les locaux techniques, c'est la climatisation qui va avec, etc., etc. Et donc tout cela, je dirais, a un impact carbone majeur. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je dirais, on a simplement à peine un tiers, je dirais, du numérique concernant la consommation d'Internet qui est liée aux terminaux. Donc, la part, je dirais, liée à tout le reste, en quelque sorte, est extrêmement importante. Et comme il va falloir, bien sûr, s'en préoccuper, puisque une des choses qui distingue les infrastructures réseau des services numériques, c'est qu'elle est d'une propriété immobilière ou territoriale, donc elle regarde le bâtiment ou le territoire. On parle de ville ou on parle de territoire rural ou de banlieue. Et donc tout cela, effectivement, est un élément, je dirais, que l'on peut considérer à l'instar de nos réseaux électriques, de nos réseaux d'eau, de nos réseaux d'air qui parcourent nos bâtiments et qui seront demain, en quelque sorte, la nécessité, comme tu le soulignais, Emmanuel, d'avoir demain cette autoroute numérique, ce quatrième fluide, qui va irriguer nos bâtiments et le faire d'une façon convergente et d'une façon multiservice, puisque bien entendu, à l'instar d'une autoroute, il va falloir que cette infrastructure soit capable de porter n'importe quel service, des plus exigeants aux plus exigeants en débit, en latence, en crucialité d'utilisation. Et donc tout cela sont des éléments, bien entendu, à prendre en compte. Et donc, nous avons identifié, nous, de notre côté, déjà beaucoup de pistes à suivre, nous permettant d'abaisser l'impact écologique d'une façon générale du numérique. Mais cela, fera l'objet, je dirais, je pense, d'une autre question. Je pourrais vous aborder le sujet un peu plus tard. Bien, mais merci pour cette introduction. On va passer à quelque chose. Je donne la parole. Je donne la parole à Olivier Fabre, qui je pense, a des choses à nous dire.
Merci beaucoup, Emmanuel. J'allais justement rebondir sur ce que disait Gilles. Nous, dans ce qui concerne, j'allais dire, dans la question, il y avait 2 points principaux. Le premier, c'était le modèle économique. Le modèle économique Ouais. aujourd'hui qu'on a développé au sein de Courchevel Télécom et dans la structure qui porte les projets de Smart City aujourd'hui. En fait, dans une phase de construction, on va distinguer 2 aspects qui sont la réhab, donc sur l'existant, et la partie construction. Sur ce qui concerne la construction aujourd'hui, on a un modèle économique qui permet de ne pas avoir de surcoût pour le constructeur, pour le promoteur, par rapport à ce qu'il payait habituellement dans la construction de l'ensemble de ces réseaux courant faible. Donc on va intégrer toute la télédistribution, la distribution collective satellite également qui nécessitait des commutateurs, beaucoup d'amplificateurs dans l'installation collective. Tout ce qui concerne également le contrôle d'accès, la possibilité d'amener de l'Internet, d'aller collecter de la donnée aux différents endroits du bâtiment, jusque dans le logement. Aujourd'hui, tout ça, on a un modèle économique à la construction dans la mesure où on élimine tous les câblages cuivre et qu'on les remplace par de la fibre et qu'on a on a mis en place une méthode d'organisation qui nous permet aujourd'hui d'optimiser l'ensemble des coûts de l'opération de construction des réseaux de courant faible dans l'environnement collectif. Ça nous permet d'avoir un coût par logement qui reste très similaire, voire même dans certaines grosses opérations, inférieur à ce que coûteraient aujourd'hui des réseaux courant faible basés sur du cuivre. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Sur de la réhabilitation, forcément, il y a un modèle économique différent dans la mesure où les réseaux sont déjà déployés. Donc on se base plutôt sur de la, j'allais dire, service par service de la reconstruction ou de la rénovation des différents réseaux. Donc là-dessus, on va être plutôt sur une approche où on va en fait, pour desservir la première demande du client, par exemple, imaginons un projet de rénovation d'un réseau de télédistribution dans un environnement, dans un quartier. On va construire un réseau qui n'ira pas forcément aujourd'hui apporter que la télédistribution, mais qui sera prêt à porter demain sur ce même réseau de fibres qui irrigue les différentes colonnes et les cages d'escalier des bâtiments et du quartier. On ira construire un réseau qui portera demain, qui sera même de porter les autres services, car il y aura une surcapacité en fibres qui aura été prévue dès le départ. Et sur le deuxième point qui était le bilan carbone, de par ce que je vous expliquais sur cette nouvelle manière de construire des réseaux et d'éliminer justement tous les réseaux en cuivre, on va pouvoir diminuer la consommation énergétique du bâtiment dans la mesure où, je reprends cet exemple qu'on connaît bien parce qu'on le fait depuis plusieurs années, de rénover un réseau de télédistribution en cuivre par un réseau en fibre optique. On va pouvoir éliminer tous les convertisseurs, tous les amplificateurs, que ce soit TNT ou satellite, et c'est d'autant plus valable sur du satellite, parce que le satellite travaillant sur des fréquences très hautes, plus hautes que celles de la TNT, il nécessite tous les 100 mètres des amplificateurs, ce qu'on appelle des amplis BIS. Et ces amplis, aujourd'hui, nécessitent à la fois de la consommation énergétique. En termes de qualité de service, c'était également, j'allais dire, une certaine limite, parce que à chaque fois qu'on rajoutait un ampli, on rajoutait du bruit sur le réseau, donc celui qui se trouvait sur les derniers amplificateurs avait une moins bonne qualité que celui qui était en amont du réseau. Donc de par tout ça, aujourd'hui, on est capable d'afficher, j'avoue que je ne suis pas capable de vous le calculer aujourd'hui, mais ça nécessiterait une belle étude intéressante à faire sur le sujet. En tout cas, on est sûr et certain qu'on fait économiser des kilowattheures dans la consommation énergétique du bâtiment dans son ensemble, dans la mesure où tout ça, aujourd'hui, nécessitait des points d'alimentation électrique et des consommations forcément 24 heures sur 24, comme c'était le cas pour les amplis SAT ou les amplis TNT. Ok, ça, je pense que Gilles rebondira tout à l'heure dessus. Mais quand je reviens sur ce que vous avez dit, donc là, ça veut dire que demain, moi, je suis promoteur immobilier et je veux un immeuble de logement. On va parler d'immeuble de logement dans un premier temps, R2S. Donc globalement, je n'ai pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût aujourd'hui. Ça, c'est important. Il faut qu'on le note. Parce que moi, quand je téléphone avec... J'ai un exemple très concret, sans trahir de secret, mais on a une grosse opération qui se finalise en termes de deal
avec un acteur majeur du marché. Aujourd'hui, le coût de l'opération, donc pour l'ensemble des services, TNT plus 4 SAT collectifs, contrôle d'accès juste dans le logement, l'accès Internet avec une box Wi-Fi et 4RJ45 dans le logement pour faire du partage d'accès Internet à 10 mégas symétriques par appart, on est sur un coût par logement sur l'opération inférieur à 900 €, incluant, je vous disais bien, l'ensemble des services que je vous ai évoqués, avec une infrastructure qui est même prête aujourd'hui à accueillir des systèmes de télérelève multiprotocoles et accueillir d'autres services comme la vidéoprotection directement en ayant une baie avec des 48 RJ45 gigabits disponibles dans chaque cage d'escalier du projet immobilier. Donc ça veut dire qu'on a le réseau Internet et le réseau IoT, c'est bien ça? Il y a tout, réseau Internet, IoT, TV, SAT collectif, le tout qui passe par la fibre, Et qui ça, est c'est un modulé coût dans les fixe. espaces communs. Un coût fixe. Là, c'est le coût qu'on a négocié avec le client en coût par logement. Ok. Bon, bah écoutez, on a déjà une piste. Merci Olivier. Je vais poser la question à Jonathan. Jonathan, vous êtes intégrateur. Nous, on est opérateur. Tout à fait, on est Opérateur. opérateur et intégrateur. Donc, c'est-à-dire que on va déployer la fibre à l'intérieur, on va connecter les établissements. Alors nous, on est spécialisé dans les établissements de santé. Donc, on apporte toute la connectivité pour pouvoir connecter les établissements à l'innovation digitale. Donc, ça comprend évidemment la fibre, l'accès Internet, le réseau LAN à l'intérieur et tous les services que l'on va pouvoir greffer sur cette infrastructure. Donc, on parlait d'IoT et d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on travaille déjà avec Aruba et on se sert vraiment des points d'accès Aruba comme gateway unique pour accéder au réseau et aux services. C'est-à-dire que on sait faire du Wi-Fi, mais pas que. On sait également faire du Zigbee, on sait également faire du Enosion et tout ça en câblant, en ayant un seul point de câblage. Alors que traditionnellement, on va déployer un réseau Wi-Fi, on va déployer en parallèle éventuellement un réseau Bluetooth, un réseau Zigbee, un réseau Enosion. Là aujourd'hui, on a la capacité d'avoir toutes ces briques de service dans le même équipement. Ce qui fait, alors ce qui réduit la consommation énergétique d'une part, ce qui réduit énormément les coûts de déploiement et de maintenance derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un seul point de câblage au lieu d'en avoir 3 voire 4. Donc voilà, on agrège de plus en plus de technologies. Aujourd'hui, le Wi-Fi est devenu un des moyens de communication, je pense, les plus plébiscités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est presque impensable d'aller à l'hôtel sans pouvoir se connecter au Wi-Fi. C'est devenu un des critères numéro 1 lorsque l'on cherche un hébergement. Et c'est d'autant plus le cas dans le domaine de la santé, puisque on équipe des cliniques, mais on équipe aussi des EHPAD et des maisons de retraite et des logements seniors. Et cette infrastructure-là, en fait, elle va être, comme je le disais, on va pousser des services. Donc, ça va être des services, par exemple, de visioconférence pour pouvoir, pour que les aidants, la famille puissent communiquer plus facilement avec les résidents. Mais ça peut être aussi de la téléconsultation en connectant les résidents directement avec leur médecin. Ça, c'est pour la partie connectivité. Et pour la partie efficacité énergétique, aujourd'hui, on travaille déjà sur des solutions de baisse de consommation d'énergie grâce à Enocean et Aruba. Typiquement, aujourd'hui, on est en train d'équiper un EHPAD de capteurs et de têtes thermostatiques connectées. Et du coup, on est capable aujourd'hui d'écrire des scénarios
tout simplement en disant, j'ouvre ma fenêtre, j'aère mon logement, et automatiquement, dès que je détecte que que ma fenêtre est ouverte, je coupe le chauffage de mon logement. Voilà. Et grâce à ce type de scénario, aujourd'hui, on évalue l'efficacité énergétique. On peut réduire la facture énergétique d'environ 20%. Voilà. Donc, Et là, à ce que vous l'échelle dites, c'est que c'est Oui. sans surcoût par rapport à une infrastructure, donc Wi-Fi traditionnelle, où il y a peut-être. Voilà, C'est ça. c'est-à-dire que. Aujourd'hui, le surcoût est vraiment moindre par rapport à si on devait déployer en parallèle un deuxième réseau, que ce soit Zigbee, Bluetooth et le maintenir derrière. Aujourd'hui, on a un seul point. One. On a Oui, alors WAN, on aura toujours besoin du WAN pour la partie connectivité vers l'extérieur. Hmm. Mais aujourd'hui, sur la partie vraiment déploiement, le surcoût, c'est juste l'intégration, en fait, le déploiement du réseau de capteurs, des capteurs que l'on va rajouter. C'est pas des milliers d'euros, hein, c'est quelques dizaines d'euros par capteur. Et surtout, on bâtit l'infrastructure qui permet de supporter déjà tous ces services-là. Oui, donc là, je pense qu'on n'est pas très loin effectivement, de solutions qui peuvent aller vers une massification. Je vais quand même encore vous redonner la parole, Jonathan, comme ça permettra d'aller plus loin puis de lancer le débat. Oui. Et après, on donnera la parole à Vincent. Vous m'avez parlé, vous, parce que ce qui est important ce matin, on a eu Pierre Frick qui nous parlait de démonstrateurs. Il voulait encore faire des démonstrateurs, et je reçois, il a raison. Mais si on peut lui montrer qu'il y a des solutions qui existent et qui sont déjà déployées, ça peut permettre de gagner du temps. Parce que l'objectif de ma question aujourd'hui, c'est ensuite d'aller voir notamment le gouvernement en lui disant il est urgent d'apporter Internet dans les logements sociaux, dans la plupart des logements, et même plus que les logements, notamment pour répondre aux enjeux actuels, vraiment d'aujourd'hui, pour le télétravail, pour l'e-santé, etc. Et bien entendu, apporter en même temps l'efficacité énergétique chère à notre président Emmanuel Macron. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont économiquement viables? Vous m'avez parlé de déploiement de solutions Internet dans des résidences étudiantes. Alors, avec la possibilité de mettre en place cette infrastructure dont vous parlez et de porter le coût sur l'abonnement Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui est viable? Oui, tout à fait. Typiquement, c'est ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, le fait de déployer ce type d'infrastructure, alors c'est Wi-Fi, Internet, c'est un investissement en fait qui peut être assez rentable pour justement pour les bailleurs sociaux, puisque en fait on peut mutualiser aujourd'hui l'accès à Internet. Et comme ce que fait Courchevel Télécom, hein, où ils vont aller segmenter, on amène une fibre 1 giga et derrière ils vont la segmenter en 10 mégas symétriques par utilisateur. Donc ça veut dire que ce service Internet est un service que peut proposer les bailleurs sociaux à leurs résidents. Et c'est une source de revenus supplémentaires du coup pour le bailleur social. Donc là, en fait, on est en train de dire qu'on ne parle pas de surcoût, mais potentiellement même de moins-value. Et donc cette moins-value, elle pourrait être absorbée par des investissements sur l'efficacité énergétique. Parce que si vous parlez de quelques dizaines d'euros, effectivement, linéarisé sur quelques années, ça peut être totalement indolore, a priori, pour le résident, d'autant plus qu'on va lui porter de l'efficacité énergétique avec, vous disiez, 20%. Est-il vrai? C'est ça. Et aujourd'hui, pour un ordre de coût, si par exemple, demain, on veut rénover une résidence étudiante et porter Internet, Oui. Plutôt que d'avoir un abonnement Internet par résident, de l'avoir global, comme vous le disiez, on est à une ordre de prix de combien à peu près? Aujourd'hui, si allez, je vais prendre un cas concret, mais on est aux alentours de entre 16 et 20 euros si je prends le coût par mois
par logement. Par mois, par logement, et ceci sur combien de temps? Avec on va dire un engagement minimum de 3 ans, 48 mois. En 3 ans et 48 mois. D'accord. Donc là, effectivement, c'est effectivement une moins-value potentielle par rapport à un abonnement. Ça veut dire qu'on peut gagner à peu près, si je me trompe, à peu près 15 euros par mois. Donc effectivement, Aujourd'hui, on n'est pas... on peut trouver des offres Internet à moins de 20 euros, grand Mhm. public. Il en existe, elles sont quand même très rares. Mais derrière, vous aurez pas de service à valeur ajoutée, comme la réduction énergétique, et vous devrez faire tout vous-même. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, dans ce modèle-là, on bypass complètement les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux. Alors que là, on leur donne la possibilité vraiment de devenir, euh, entre guillemets, opérateurs et de leur apporter des services à valeur ajoutée. Ouais, et puis quelque part, effectivement, j'entends bien ce que vous dites. Là, on n'est pas du tout, on apporte un service complémentaire parce que c'est une solution qui est à la fois utile pour les résidents, mais aussi pour les parties communes. Donc, c'est à la fois des services qu'on va pouvoir apporter aux résidents et aux parties communes. C'est bien ça? Alors c'est également, il y a toute la gestion de la maintenance du bâtiment. Aujourd'hui, on a également une plateforme de service qu'on met à disposition de nos clients, qui est entièrement modulable. Et typiquement, je peux très facilement inclure tous mes contrats de mes différents prestataires qui vont gérer mon bâtiment et la maintenance de mon bâtiment, et d'avoir un suivi complet de mon bâtiment. Et alors on peut rajouter plein de services, hein, mais ça peut très bien être aussi des services un peu plus La maintenance des chaudières, des ascenseurs. la maintenance des chaudières, des ascenseurs, mais également par exemple de la livraison de repas à domicile. Ou Voilà, de casier connecté pour la logistique ou de boîtes aux lettres. Tout à fait. Ouais, ok. Alors Bon, ça, et puis pour gérer toute la maintenance, effectivement, quand on déploie un réseau Wi-Fi, il faut le maintenir, il faut savoir quel équipement on a installé où, quelles sont les versions matérielles, quand est-ce que je dois faire les visites préventives ou correctives. Bon, merci Jonathan. Je vais passer la parole à Vincent qui, à mon avis, a hâte d'apporter des compléments. Donc, on vous a cité un petit peu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes un nouveau membre de la SBA? Oui, tout à fait. Alors, moi, oui, on est nouveau membre, alors on s'est bien plongé dedans. Je pense qu'en effet, dans la partie, bon, nous, on est vraiment dans la partie infrastructure numérique, hein, puisqu'on fournit des solutions d'infrastructure réseau. Maintenant, je pense qu'en effet, il y a deux grands aspects qui ont été abordés là, jusqu'à maintenant. C'est l'infrastructure numérique, elle a évidemment comme objectif d'offrir plus avec moins, hein, c'est-à-dire d'être capable en fait, d'être convergé. C'est ce que l'exemple de Jonathan. Hein. Si par la même infrastructure, on est capable de supporter différentes technologies radio et en particulier toutes les technologies IoT, évidemment, on va avoir un gain important à la fois de mise en œuvre d'une infrastructure unique, hein, et c'est ce que d'ailleurs pousse la R2S, hein, c'est d'avoir une même infrastructure qui va être utilisée par tous, et donc avec tout l'avantage qu'on va avoir économique de fédérer plusieurs usages dessus, hein, c'est tout ce qu'on va appeler la virtualisation au sens large, et qu'on va chercher à mettre les technologies les plus économiques possibles. Maintenant, il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier, je pense, parce que c'est pas qu'une question de baisser les coûts, c'est au global une question de baisser les coûts, mais c'est aussi d'offrir plus de services. C'est-à-dire que le deuxième gros intérêt de l'infrastructure numérique, c'est que c'est elle qui va enabler, excusez-moi le franglais, c'est d'activer des nouveaux services qui sont en fait super importants. Enfin, toutes les conférences de ce matin, tout tournait autour. Finalement, il y avait toujours le sujet de la data. Hein. Qu'est-ce que je récupère comme data? Comment je traite cette data pour optimiser mes services, ma température? On parlait de la fenêtre qui s'ouvre et on va couper le chauffage. Tout ça, c'est du traitement des données. Donc, il y a à la fois l'infrastructure qui doit évidemment être le plus optimum, consommer le moins, etc. Hein, et donc, en particulier, de ne pas avoir plusieurs infrastructures en silo, chacune en parallèle l'une de l'autre, mais aussi mettre une infrastructure qui ouvre ces nouveaux services. Hein, et c'est là la capacité justement de brancher des
des connecteurs, des sensors, un océan, Zigbee ou d'autres technologies, parce que c'est ça qui va offrir des nouveaux services et qui vont faire une économie sur cette partie énergétique qui n'a rien à voir avec le réseau. C'est-à-dire que ça sera l'économie du bâtiment, en fait, pas spécialement que du réseau. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc en effet, dans la partie Aruba, comme l'a dit Jonathan, on a maintenant toutes nos générations de bornes Wi-Fi depuis quelques années incluent pas que du Wi-Fi, mais aussi du Bluetooth, du BLE, ce qui nous permet déjà de faire des services de géolocalisation, de l'asset tracking. Et sur les dernières générations, on a même une technologie Zigbee embarquée et la capacité aussi d'apporter tout type de technologie radio à travers des connexions par des dongles USB qui nous permettent d'ouvrir en fait finalement quasiment à tout protocole. Et donc on est capable, même dans un bâtiment qui est en rénovation, qui part pas de rien, qui serait équipé avec des bornes Wi-Fi de ce type, d'être capable de rajouter cette partie IoT en fonction de ce qui va être déployé. Voilà. Donc vraiment un aspect fédération, d'avoir un même réseau qui fédère les usages, et là tout ce qui est important c'est la virtualisation, comment je suis capable de séparer mes flux justement peut-être de GTB, de mes flux des usagers qui ont besoin d'un accès à Internet, mais aussi des entreprises si c'est des bâtiments mixtes, etc. Et puis cette partie nouveaux usages avec l'IoT, pour nous, l'IoT, enfin, chez Aruba, Aruba qui est une filiale d'HPE, on parle de Edge to Cloud. Et le Edge to Cloud, ça consiste à dire qu'en fait, la plupart des données qui sont générées, sont à l'accès. C'est pas dans le cloud. Et donc, il faut que le réseau qui va être dans le bâtiment, il faut qu'il ait cette capacité d'absorber, de transporter ces données qui sont générées à l'accès, c'est-à-dire dans le bâtiment. Après, est-ce qu'il faut les transporter dans le cloud? Qu'est-ce qu'il faut transporter dans le cloud? Là, il y a un vrai débat, et avec la capacité de se dire, même peut-être que dans le bâtiment, c'est pas peut-être, c'est quasi sûr, dans le bâtiment, il faudra qu'il y ait quelque chose qui traite déjà ces données. Et puis, il y en a qui sont pertinentes à aller dans le cloud, il y en a qui n'ont pas besoin d'aller dans le cloud, ou il y en a qui ont besoin d'être traités en temps réel et qui vont être traités localement dans le bâtiment. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce débat du edge to cloud, et plus on va être capable de traiter les données au niveau du edge, et plus on va économiser aussi du trafic sur l'internet, on va économiser du cloud, plutôt que faire des allers-retours et stocker des données qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion de traiter l'IoT et la partie fédération. Alors c'est clair, moi je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'effectivement jusqu'à présent on a des organisations très silotées, les compteurs, les ascenseurs, l'efficacité énergétique, la sécurité, tout ça c'est des organisations qui sont silotées, qui sont souvent qui remontent vers le cloud. Et là ce que vous êtes en train de dire c'est que on n'a plus besoin et il faut surtout plus avoir ces organisations silotées. Déjà pour la valorisation du bâtiment, pour des raisons d'empreinte carbone, et puis également pour des raisons de confidentialité des données, de cybersécurité. Il faut que les données, comme le disait Serge Lemaine tout à l'heure, elles restent à l'échelle du bâtiment dans un data lake avec des opérateurs de services ou des plateformes de services qui vont venir se plugger sur ce data lake pour opérer des services. C'est bien ce que je viens de comprendre. Exactement. Il y a vraiment plein de domaines d'économie. Le fait de casser ces silos, évidemment, dès qu'on casse les silos, il faut reproduire virtuellement ces séparations pour des questions de sécurité, toute cette notion de virtualisation. L'idée, c'est pas de tout mettre en vrac ensemble, mais c'est de dire que physiquement, les boîtes, elles n'ont pas besoin d'être dupliquées. Par contre, logiquement, et toutes les technologies sont capables de le faire aujourd'hui, on est capable de virtualiser ça. Donc, logiquement, ça restera séparé. Donc ça, c'est vraiment un vrai gain. Il y a un énorme gain de maintenance et de coûts cachés derrière. C'est-à-dire qu'évidemment, si on déploie des réseaux parallèles, c'est un certain nombre de switch, un certain nombre de bornes radio de différentes technologies qu'il faut maintenir indépendamment. Donc ça c'est le fait de fédérer sur une même infrastructure, c'est un gain très très important. Et tout en gardant ces services de virtualisation qui séparent les usages. Voilà. Après la partie en effet de données, donc nous vraiment on est sur ce message Edge to Cloud qui consiste à dire on va pas forcément toujours tout envoyer dans le cloud. D'abord, il y a des problèmes de performance potentiellement, surtout quand on parle de flux temps réel. Si j'appuie sur un interrupteur et je veux que instantanément ça s'allume, si je dois traverser tout Internet jusqu'à un data center quelque part dans la planète et je ne sais même plus où, je suis pas sûr d'avoir le temps réel que je cherche. Voilà. Et donc je vais avoir cette collaboration entre le local et le cloud qui va me permettre d'offrir ces services avec la meilleure performance en fait.
Non, mais c'est clair. Et puis c'est aussi, bon, on parle d'interopérabilité. C'est clair qu'aujourd'hui, si on doit passer par le cloud pour opérer des interopérabilités entre différents systèmes, que ce soit l'éclairage ou parler d'interrupteurs, c'est pas viable. Parce qu'effectivement, s'il y a un problème de cloud, justement, on n'a plus de résilience. Donc effectivement, je comprends bien Ouais, ce que vous on va dites. avoir il faut, voilà, on va vraiment avoir les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont Il faut les pertinentes dans le deux. cloud, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, exactement. Et donc, il ne faut pas mélanger les gens, il faut mettre les bonnes choses au bon endroit. Et aujourd'hui, voilà, on a cette capacité de le faire. Et alors, pour que nos auditeurs qui nous écoutent, que ce soit bien clair, que ce soit aussi bien dans le résidentiel ou dans le tertiaire, dans le résidentiel, vous pouvez séparer Madame Dupont de Madame Martin, ou dans le tertiaire, pour un même bâtiment, d'avoir plusieurs preneurs, plusieurs locataires, et que effectivement, ça soit bien isolé avec une gestion sécurisée pour chacun. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, les réseaux, là, les dernières générations de réseaux, en fait, sont plus des réseaux qu'on préconfigure, entre guillemets. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, le changement qu'il y a dans les réseaux locaux, hein, donc les réseaux de bâtiments, c'est qu'on passe d'un réseau qui était préconfiguré, c'est-à-dire on avait configuré tel truc, c'était l'imprimante, tel autre truc, c'était, je sais pas quoi, le gestionnaire de la clim, etc. Et si quelqu'un changeait les connexions, ça marchait plus parce qu'on n'était plus sur le bon réseau. On est sur des réseaux maintenant où le réseau, en fait, réagit dynamiquement à ce qui se connecte dessus. Donc, vous branchez le système qui contrôle la clim. En fait, le réseau va le reconnaître par des mécanismes de sécurité que je n'ai pas le temps de développer là, mais qui sont ce qu'on appelle du profiling. On va reconnaître l'objet, sa sécurité, etc. Et on va automatiquement l'affecter dans le bon réseau. Voilà. Alors ça marche pour le filaire, ça marche pour le Wi-Fi aussi. C'est-à-dire que la personne va se connecter, en fait, on va lui affecter un profil, et à la rigueur, la personne je prends l'exemple de l'EHPAD, la personne qui va avoir dans sa chambre son Internet, on peut très bien imaginer quand cette personne va descendre dans le salon où elle partage des activités sociales avec d'autres personnes du bâtiment, elle va se connecter de la même façon sur ce réseau Wi-Fi, mais même pas sur un réseau Wi-Fi visiteur anonyme, elle va garder sa connexion comme si elle était restée dans son appartement. C'est bien ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le réseau va vous offrir le même niveau de service par rapport à cette virtualisation. C'est quelque chose de vraiment très très dynamique. C'est ça qui est très nouveau. Bon, ça, c'est très intéressant. Et donc, ce que je comprends, c'est que premièrement, bien sûr, c'est récent, mais c'est déjà bien implémenté. Et deuxièmement, j'ai compris aussi indirectement que vous n'êtes pas unique et qu'aujourd'hui, donc, ce type de solution existe par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous êtes certainement en avance. Ah, mais bien sûr, la partie virtualisation du réseau, enfin, aujourd'hui, si voilà, c'est quelqu'un qui déploie un nouveau bâtiment, il ne faut pas juste qu'il mette des switches qui font du switch. Enfin, je veux dire, il faut mettre un réseau qui sait être dynamique. Voilà, après, venez nous voir, on vous expliquera comment le faire au mieux, mais, Ok. mais Bon. voilà. Notre ami. Oui, alors, qu'est-ce que ça. Oui, écoutez, moi, pour aller plus loin, si vous voulez, parce que c'est vrai que d'abord, ce qui est important, c'est peut-être, ouais, Christian, tu veux peut-être faire une petite interprétation par rapport au tour de table que tu as eu ce matin, parce que c'est quand même un grand pas en avant, quand même, de ce qu'on vient d'entendre. Oui. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. En fait, pardon, et puis déjà, moi, je fais le constat, et le constat que je fais dans mon métier aujourd'hui, qui est d'AMO, d'accompagner, de conseiller des décideurs des normes, c'est qu'on est vraiment, et on le voit bien dans ce qui est présenté là, on a des solutions. Les solutions, finalement, aujourd'hui, elles sont présentes. On parle de modèle économique, de coût. Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte pas plus, etc. En fait, on voit que quand on prend le principe de dire je peux mutualiser des infrastructures, on trouve des réponses qui sont parfaitement viables. C'est valable dans le neuf, c'est très facile dans le neuf, en définitive, de mutualiser des infrastructures, c'est aussi valable dans l'existant. D'accord? Que ce soit dans l'existant tertiaire, dans le logement social que je connais parfaitement bien. Ça, c'est le premier point. Et vous parlez de ça. Il faut libérer les données. Parce qu'en fait, la vraie difficulté qu'on a, et Vincent l'a souligné, c'est pas simplement faire converger. Mais déjà, c'est très intéressant d'un point de vue économique et écologique
Parce que quand plusieurs silos pour du contrôle d'accès, pour de la vidéosurveillance, pour de la gestion de bâtiments, etc., quand je suis sur des monos qui font converger la donnée, sûr que d'un point de vue bilan carbone, je suis très favorable, très favorable. C'est qu'on le dise et qu'on le répète, c'est important. Voilà. Et aussi d'un point de vue coût, parce que je ne multiplie pas des dépenses. C'est le premier élément. Libérer, c'est faire en sorte que la donnée elle soit accessible et il faut vraiment envisager le bâtiment comme plateforme de service avec une gestion locale de la donnée et dans un certain nombre de cas, une gestion de la donnée. D'accord ? Et quand on libère de la donnée et que la mutualisation, finalement, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments qui nécessitent pas de monter le bâtiment. On regarde de la gestion de présence, ça peut se faire. Il y a aujourd'hui 2, 4, 5, 6, 7 solutions différentes pour appréhender la question de la gestion de présence. Et on va l'appréhender de manière différente selon qu'on peut plus ou moins avoir une précision. Avec des caméras, je peux détourner l'information de la gestion de présence. Avec un capteur de température, ça a été dit tout à l'heure, je peux savoir s'il y a plus de avec un capteur de CO2, etc. Et en fait, on s'aperçoit que quand on commence à libérer la donnée, on ouvre le champ des possibles, il y a des usages, des réponses à ISO, voire même à moindre coût, puisqu'en fait, je fais plus avec mon. Là, c'est clair, ouais, c'est vrai que c'est important, ça, oui, tout à fait. Mais ouais, c'est essentiel. C'est fondamental. Christian, on va peut-être passer à la question 2 parce que c'est. Qu'est-ce que je vois quand j'accompagne les donneurs d'ordre ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, la technique n'est plus technique, n'est plus dans comment est-ce qu'il faut construire. On voit qu'on a des solutions. C'est surtout qu'il faut faire de la pédagogie auprès des donneurs d'ordre. Dans les projets que je mène, et dans tous les projets que je mène, on passe plus de 50 à 70% de notre temps à faire de la pédagogie, à accompagner, à former. Parce qu'en fait, moi je m'aperçois qu'il faut débloquer chez les donneurs d'ordre le champ des possibles. En fait, ils sont, ce qui est normal, les gens sont coincés. Ils sont coincés devant les champs de représentation qui sont ceux d'hier. Et donc, il faut les amener finalement à se dire, regarde, le public, ça va être plus cher. Je discutais d'ailleurs social, il dit, ça va coûter cher de mettre une infrastructure. Je dis oui, d'accord, mais aujourd'hui, sur votre projet, vous allez mettre une infrastructure du contrôle d'accès. Cette infrastructure pour votre contrôle d'accès, vous la dépensez. Donc, on la dépense de manière mutualisée, elle a ISO coût par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Écoute, Christian, on ne t'entend pas très bien, mais on comprend ce que tu dis. Il faudra que tu coupes ta caméra pour le prochain coup. Mais effectivement, je pense que tu résumes bien ce qu'on a dit. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment. Enfin, il ne faut plus se poser les questions, il faut y aller. Et le problème est plutôt d'expliquer ça, comme tu le dis, à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage, et leur passer les bons messages. Parce que, bien entendu, on est sur des transitions et il reste encore des offreurs de solutions qui sont sur des solutions verticales du XXe siècle. Et forcément, nos donneurs d'ordre qui n'ont pas forcément la même connaissance, la même expertise que nous, ne savent pas faire, entre guillemets, le tri entre le grain et l'ivraie. C'est ça le problème. Donc, je pense, je retiens ce que tu dis, c'est que la pédagogie est très important. Et l'autre chose, c'est cette notion de gestion locale de la donnée. Et ça va rejoindre un peu la question 2. C'est qu'effectivement, il faut peut-être voir comment on peut orienter ça. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de l'empreinte carbone du numérique. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est quand même qu'on reparle sur votre position par rapport à ça, parce que ça va devenir un sujet qui est majeur. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte dans les cahiers des charges, ce n'est pas pris en compte dans les décisions, mais demain, certainement, ça sera beaucoup plus pris en compte, que ça soit du logement ou du tertiaire, ou de l'hôtellerie. Je pense que ça sera l'hôtellerie le premier endroit où justement l'empreinte carbone sera importante, parce qu'effectivement, quand on rentre dans un hôtel, eh bien, on aura peut-être aussi une traçabilité carbone de notre passage dans la chambre, comme quand on prend un TGV, par exemple. Mais ça ira certainement plus loin. Donc, cette empreinte carbone est importante. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions plus vertueuses que d'autres?
et de moyens, et de quels moyens disposons-nous pour les mettre en avant? Et à ce sujet, je me pose la question, ou je vous pose la question, est-ce qu'il faut passer par de la régulation, par des labels tels que R2S, ou encore d'autres modèles incitatifs basés notamment sur le bilan carbone d'un bâtiment, de sa construction à sa déconstruction, en passant par l'exploitation? Alors là, je repasse la parole à Gilles, qui est vraiment l'expert en la matière. Je crois qu'aujourd'hui, tu es même membre d'une commission européenne sur ce sujet. Oui, tout à fait. On est en train de travailler sur un position paper sur l'éco-conception numérique. On travaille avec une association qui s'appelle EG4U, qui est une ONG, qui en quelque sorte représente les utilisateurs du numérique. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'autres associations dans lesquelles on a des professionnels, des intégrateurs, des fabricants, des industriels, des opérateurs, là, on a vraiment une visibilité utilisateur et une visibilité utilisateur qui est justement très sensible aux aspects écologiques qui encadrent le numérique. Et comme je te le disais tout à l'heure, la première chose qu'il y a à faire, je dirais, c'est déjà de faire plus avec moins. Et il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, on trace la prospective, je dirais, du nouveau bâtiment de demain. Mais le nouveau bâtiment de demain, c'est aujourd'hui 1% du marché. 99% du marché, ce sont des bâtiments existants qu'il va falloir équiper. On ne va pas raser pour les faire devenir intelligents, entre guillemets. Bah non, justement. Et donc, bien entendu, pour qu'on puisse apporter le service numérique, par exemple, de la connectivité IP au logement, de manière à y ramener tous les services de communication que l'on veut, eh bien, on ne va pas commencer par construire une colonne optique dans un bâtiment existant, alors que nous avons déjà des infrastructures que nous pouvons utiliser pour cela. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de voir à quel point on se focus, je dirais, sur des nouvelles technologies, tout en oubliant d'anciennes technologies qui sont encore très utilisées et qui pourraient parfaitement répondre aux services qui sont attendus. Je vais vous donner un exemple. À l'occurrence, dans une résidence collective, quelle qu'elle soit, en France, depuis donc l'arrêté de 1966, nous avons l'obligation de distribuer donc la TNT, donc les chaînes publiques de télévision que l'on ramasse par TDF à travers notre antenne râteau qui est sur notre toit. Donc tous les bâtiments collectifs sont dotés, voire même les lotissements collectifs, sont dotés donc de cette antenne collective coaxiale. Eh bien, aujourd'hui, sachez, je dirais que les technologies IP coaxiales sont aujourd'hui les plus utilisées pour se connecter au monde à Internet. Aujourd'hui, c'est 25% de la connexion Internet à l'échelle mondiale. Et ces technologies-là, aujourd'hui, on n'en parle jamais. Or, les technologies qui sont en plus standardisées internationalement permettent aujourd'hui, je dirais, de faire jusqu'à du 3,3 gigas sur une infrastructure d'antenne collective existante. Donc, vous vous doutez bien qu'un tel débit est plus que largement suffisant pour les besoins, je dirais, d'un logement. En plus, comme l'évoquait tout à l'heure Aruba, avec raison, nous avons à travers ces protocoles de la sécurité, nous avons de la séparation logique, donc nous avons tous les éléments qui nous sont nécessaires pour que cette infrastructure devienne l'infrastructure convergente de tous les bâtiments existants de demain, en ce qui concerne donc son autoroute numérique. Et aujourd'hui, personne ne nous en parle. Cette technologie est totalement oubliée en France par les principaux acteurs. Et je dirais l'essentiel des produits que nous trouvons, à part quelques acteurs fabricants français, sont essentiellement à l'étranger, donc aux États-Unis, dans d'autres pays européens, bien entendu dans le sud-est asiatique. Mais tout ça, je dirais, en fait, il faut bien comprendre que faire plus avec moins n'a pas que des conséquences écologiques, puisque là, évidemment, on réutilise ce qui existe. Donc, on ne crée pas une nouvelle colonne optique. Sachez, par exemple, qu'un câble monofibre optique, c'est de l'ordre de 130 grammes pour sa fabrication d'équivalent d'émissions CO2. Donc, je vous laisse multiplier par le nombre de kilomètres que vous y mettez. Et vous allez tout de suite avoir une notion du poids écologique en termes d'émissions CO2 de la construction d'une nouvelle colonne optique. Cela a du sens lorsqu'on fait du neuf, puisque avec cette colonne optique, on va aussi pouvoir acheminer les programmes de la TNT
qu'on a l'obligation de faire, mais malgré tout, je dirais, ça reste forcément beaucoup plus élevé que de réutiliser simplement ce qui existe. Sans compter qu'on va beaucoup plus vite à déployer du numérique sur ce qui existe qu'à recréer intégralement une infrastructure. Et sans compter aussi que ces conséquences positives au niveau de l'impact écologique a aussi une conséquence positive au niveau de l'impact économique, puisque j'entendais les coûts dont nous parlait Courchevel Télécom tout à l'heure, faire la même chose en coaxial, c'est de l'ordre de 2 à 3 fois moins cher. Alors ça dépend, Et Gilles. ça, Je connais. Vous m'entendez ou pas? oui, je vous entends, bien sûr. Oui. Et cela est issu de Alors, comparatifs que l'on a fait sur de nombreuses opérations diverses et variées. On parle, je dirais, de seigneurial, qu'on parle de bailleurs sociaux, qu'on parle d'EHPAD, qu'on parle de maisons de repos. Et à chaque fois, nous obtenons les mêmes résultats pour tout ce qui concerne l'existant. C'est évident. Et là, aujourd'hui, Gilles, ce genre de réseau, tu as déjà plusieurs bâtiments ou dizaines de bâtiments ou centaines de bâtiments, enfin, je ne sais pas. Alors écoute, pour tout te dire, Emmanuel, tous ceux que l'on a fait réaliser en France, ces logements-là, je ne pourrais pas te les faire visiter. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que nous sommes également conseillers du ministère de la Justice. Et depuis plusieurs années, le ministère de la Justice s'est interrogé comment il ramenait des services de communication en cellule pour les détenus. Et donc, après être parti sous les conseils d'Orange sur des solutions consistant, encore une fois, à tout jeter et à tout remplacer, eh bien, nous leur avons développé donc les solutions technologiques basées sur l'IP, sur le coaxial. Et depuis, maintenant, les premières opérations d'expérimentation pilote, nous les avons fait avec eux sur la maison d'arrêt de Fresnes en 2009. Et depuis maintenant 2016, ils sont dans un déploiement général dans les 200 établissements de France pénitentiaires de cette technologie. Et elle fonctionne parfaitement bien. Et des Pourquoi? bailleurs Parce que sociaux, depuis longtemps, comme je vous l'ai dit, ok. c'est plus d'un quart de la connexion des internautes au monde. Donc, Ok. c'est vous Bon, dire si cette technologie. Olivier, tu voulais dire quelque chose à ce sujet, peut-être. oui, alors Olivier. c'est un sujet que je connais bien parce que la genèse de Courchevel Télécom, c'était une entreprise que j'ai créée en 2003 et qui a travaillé sur pas mal de projets européens autour des économies d'énergie. Notamment pour un bailleur social qui s'appelle Moulin Habitat, qui est maintenant dans le groupe Evolea avec France Loire, et où on a installé les systèmes dont Gilles parle, on les a installés, nous, pour les premières fois, on l'a fait entre 2007 et 2010, et notamment on avait équipé tout un quartier de 400 logements sur Moulin, qui s'appelle les Chartreux, en IP coax, qu'on connaît bien. Donc en fait, on avait de la fibre qui interconnectait toutes les colonnes, et on mettait nos têtes de réseau qui étaient à 200 mégas à l'époque et qui, bien sûr, aujourd'hui, au travers du DOCSIS 3.1, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence, sont capables de discuter en gigabits. Et ça, c'est un système qu'on adapte. Alors, on a plusieurs centaines, voire milliers de points déployés sur cette technologie-là aujourd'hui. Je pense qu'avec le ministère de la Justice, vous y travaillez certainement, en tout cas, je l'espère, avec la société Tona, qui avait pas mal investi dans le domaine. Mais c'est des choses qu'on connaît, qu'on adapte plus aujourd'hui sur de la réhab que sur du neuf, ne serait-ce que de par ce que vous évoquiez tout à l'heure, que en effet, quand on construit une colonne optique, ce serait dommage de reconstruire une colonne cuivre à côté. Mais par contre, c'est des sujets qu'on connaît bien, qui nous intéressent, et je vais dire, le seul regret, c'est qu'on ne se soit pas connu avant, parce qu'on aurait pu largement en discuter. On a une très très bonne maîtrise technologique du coax. Bon, ben c'est bien, vous connaissez maintenant. Beaucoup de prises. Donc, merci de ces compléments. Il faut peut-être que j'accélère un petit peu, parce qu'il nous reste 5 minutes. Peut-être, Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose, non? Ou Vincent? Oui, bah là-dessus, aujourd'hui, on a des équipements qui embarquent de l'intelligence artificielle et qui nous permet naturellement de faire des économies d'énergie. Typiquement, je vais prendre l'exemple toujours du Wi-Fi. Aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est de la radio, ça demande de la puissance. Et en fonction du nombre de personnes qui sont connectées sur le réseau, aujourd'hui, on est capable de détecter ce nombre-là et d'adapter automatiquement la puissance
en fait, que l'on va injecter dans la borne Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'établissement ou très peu de connexion. Et ben je vais désactiver des radios, je vais mettre ma borne Wi-Fi en mode veille, voire économie d'énergie. Et j'ai du monde, je fais de la haute densité, et ben petit à petit on va automatiquement allumer des radios et injecter de la puissance dans la paix. D'accord, donc là, effectivement, c'est une bonne réponse à la problématique de la consommation énergétique, c'est d'adapter en fonction du trafic et de l'usage. Tout à fait. Très bien. Écoutez, est-ce que vous avez quelques... Parce que là, je pense qu'on a... Ouais, est-ce que vous avez deux, trois commentaires? Je vois Gilles qui a envie de faire un petit mot, donc je te laisse le mot de la fin, puis après, je ferai une conclusion. Oui, je voulais donner, je dirais simplement les principes, on va dire cardinaux, vers un numérique responsable. Il y en a un autre qui est très important aussi et qu'il faut prendre en compte, c'est d'adapter la route au trafic. Hein, par exemple, connecter des objets qui ont besoin de quelques bits ou quelques kilobits de trafic par seconde avec de la 5G, c'est débile. Parce que c'est généré, je dirais, en quelque sorte, une consommation d'énergie et une surdimensionnement, en quelque sorte, de l'autoroute. C'est comme si vous construisiez une autoroute au lieu de construire une piste cyclable, en clair. Donc, ça, c'est un élément, je dirais, qu'il faut vraiment prendre en compte. Et là, je parle et je fais appel à tous les bureaux d'études qui, comme nous, sont maîtres d'œuvre et sont amenés, je dirais, à des... Ah, on vous a perdu, Gilles. On n'entend plus. On n'entend plus Gilles. Bon. Ben, je crois que je vais conclure là parce que je vois qu'il y a la transition qui va devoir La prochaine réunion. À la prochaine réunion. Donc, merci à vous tous. Je suis désolé de devoir rater. En tous les cas, c'était très intéressant, car on comprend ici que, en fait, c'est plus un vrai débat, cet déploiement de cette infrastructure dans les bâtiments, qu'ils soient logements ou bâtiments tertiaires, que des solutions existent, qu'elles doivent être effectivement conformes à R2S, qu'elles sont effectivement éco-responsables, et qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il faut le faire ou pas, c'est-à-dire c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on va faire des données, comment on va les exploiter, comment on va gérer ce réseau. Et ça, c'est sans doute ce sur quoi on va discuter dans les prochaines conférences qui suivent. Mais en tous les cas, merci, car déjà là, on a une piste très sérieuse pour déployer massivement le numérique dans les bâtiments. Et quand je dis le numérique, c'est cette infrastructure numérique, en mutualisant cette infrastructure avec l'Internet pour tous et un réseau IoT pour le bâtiment, quel qu'il soit. Merci et à très bientôt pour ce débat qui était fort intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.